Bonjour à tous et bienvenue à la dernière émission de la saison de Vue de chez vous avant le congé des fêtes pour ccap.tv. Aujourd'hui, on vous présente encore une fois 5 entrevues qui ont été réalisées avec des intervenants du territoire de CCAP, mais aussi de la MRC de la Jacques-Cartier. C'est d'ailleurs le cas de la femme que j'ai rencontrée, Joyce Watson. Elle réside à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier et offre ses services comme praticienne de T-Touch pour les chiens partout sur notre territoire et même à l'extérieur de celui-ci via des rencontres sur la plateforme Zoom. Vous allez pouvoir en découvrir sur cette pratique méconnue au Québec qu'elle pratique depuis 8 ans déjà. Bonne écoute! Aujourd'hui, pour Vue de chez vous, je rencontre Joyce Watson, qui est propriétaire de l'entreprise Vitapat pour prendre soin de nos animaux de compagnie. En fait, Joyce, si on pouvait résumer un peu ton métier, qu'est-ce que tu nous dirais aujourd'hui? Bien, ce que je fais, c'est j'aide les gens à avoir une meilleure relation avec leurs animaux, avec leurs chiens plus particulièrement. Alors, ce que je fais, je vais chez les gens, j'aide les gens avec leurs difficultés ou les problèmes de comportement qu'ils ont avec leurs chiens, avec une approche qui est un peu unique ici au Québec. C'est une approche qui s'appelle la méthode T-Touch. Puis aussi, j'ajoute à ça le ACE aussi. C'est super intéressant. Est-ce que tu pourrais nous décrire un peu le T-Touch et le ACE? Parce que si c'est peu connu au Québec, j'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent le décrire facilement en ce moment. Parce que c'est pas vraiment c'est pas comme la conformité ou plutôt de l'enseignement, comme le assis, le couché, tout ça. C'est vraiment d'une approche différente dans le sens qu'on lit plus le chien. On regarde le chien, qu'est-ce qu'il vit exactement en ce moment-là, qu'est-ce qui peut apporter le chien à avoir des difficultés. Alors moi, en tant que praticienne T-Touch, j'aide le chien à vivre différemment dans son corps. On travaille au niveau du système nerveux avec des touchés, avec des accessoires. On peut mettre des bandages. On a toutes sortes de beaux accessoires. Alors, on met plein d'éléments au sol pour que le chien, il bâtit sa confiance. Fait que où est-ce qu'il retrouve sa confiance? Son équilibre physique. Il retrouve son équilibre mental et émotionnel. Puis, le ACE a parti de ça, le parcours d'apprentissage. On met des éléments, on met des structures de différentes hauteurs et tout ça. Puis, le chien va explorer. Alors, on joue avec tous les sens du chien. Qu'est-ce qu'il est capable de faire dans des moments plus difficiles? Bien, c'est de s'en sortir de cette façon-là. Il apprend beaucoup, c'est le chien qui apprend. Super. Est-ce qu'il y a des livres qui peuvent appuyer la découverte du T-Touch ou encore qui peuvent nous aider à mieux comprendre la méthode que tu utilises si jamais il y a des gens qui sont à l'écoute puis qui sont intéressés à comprendre vraiment de quoi tu nous parles aujourd'hui? Oui, il y a Linda Tellington-Jones, c'est une Canadienne c'est elle qui a développé cette méthode-là. Elle a toutes sortes de livres. Il y a même sur YouTube des vidéos qu'elle explique c'est quoi le T-Touch. C'est vraiment intéressant. Il y a des livres de Turid Rugas, Calming Signals, les signaux d'apaisement. Ça, c'est vraiment intéressant comme livre que moi, je trouve que les gens devraient vraiment se le procurer. Est-ce qu'on peut aussi trouver de l'information sur comment tu procèdes pour l'éducation des chiens par tes réseaux sociaux ou encore ton site Internet? Oui. J'ai mon site Internet, joycewatson.ca. Là, on peut voir beaucoup d'informations sur comment je fonctionne, de où est-ce que ça sort cette histoire-là de Vitapat et aussi comment que je travaille. Aussi, il y a le Facebook, c'est l'autre côté de la médaille. Là, il y a toutes sortes d'informations. C'est un groupe fermé. J'ai des vidéos live que je donne aux gens, que les gens peuvent aller voir. J'explique toutes sortes de choses super intéressantes. En tout cas, j'ai des beaux commentaires sur cette page-là aussi. On se le cachera pas, Joyce. On a travaillé ensemble pour l'éducation de mon Angus. J'avais découvert tes services avec une rencontre de 30 minutes que tu offres aussi gratuitement pour les gens qui veulent apprendre à te connaître puis voir si ça fonctionne pour eux de travailler avec ta méthode. Oui, exactement, parce que vu que c'est une méthode qui est peu connue, bien ici au Québec, parce que c'est connu mondialement, mais ici au Québec, j'ai dit pourquoi pas le rendre de plus en plus accessible, fait que je offre aux gens un 30 minutes de consultation gratuit. C'est vraiment gratuit, ça n'engage en rien les gens, mais je leur donne des informations, puis moi je vois si les gens, bien si on peut travailler ensemble, puis en même temps, eux, ça leur donne une bonne idée comment je peux les aider avec la problématique ou le comportement que leurs chiens ont. Ils voient de la façon que je travaille.
Ensuite, il y a les consultations à domicile ou encore via la plateforme Zoom. Puis moi, j'ai même eu recours à un service de rééducation. Oui. C'est pas nécessairement quelque chose que tu offres au préalable. C'est des êtres vivants. Il n'y a pas personne qui apprend pareil comme nous autres. Fait qu'il n'y a pas un chien qui apprend de la même façon. Fait que des fois, il y a plus de peaufinage, si je pourrais dire, à faire. Que je prône les consultations. Puis si toutefois, c'est vraiment la rééducation, bien, ça peut être une avenue, une chose qu'on peut regarder ensemble, mais je le fais vraiment parce que je vois que je peux aider un petit peu plus. En accueillant le chien à la maison. Chez moi, oui. Le travail n'est pas terminé une fois que le chien revient chez nous. Au contraire, c'est là qu'on doit intégrer beaucoup de méthodes que tu as placées dans son quotidien. Exactement. Tu sais, je laisse les gens vraiment avec un genre de journal que j'ai fait tout le long. Qu'est-ce que j'ai fait, les progrès que j'ai vus, les choses qu'on peut faire. Plus attention. C'est fait vraiment à la carte, si on pourrait dire. Fait que c'est comme ça que je travaille. Oui. Bien, merci beaucoup, Joyce. Tu travailles sur tout le territoire de la MRC de la Jacques-Cartier. Tu es située à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Exactement. Tu te déplaces aux environs de la grande ville de Québec. Oui, même sur la Rive-Sud, en Beauce, partout, là. Fait que il n'y a pas de limite. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions aujourd'hui. Puis merci pour Angus. Ah, bien, ça me fait plaisir. On aime les petits chiens, les gros chiens, mais ça me fait vraiment plaisir. Puis merci de m'avoir invitée ici. Là. Je suis vraiment contente d'avoir partagé avec vous ma passion, le T-Touch et les chiens. Merci, bye-bye. Bye-bye. Pour sa part, Chloé nous fait découvrir une jeune du territoire, de Lac-Beauport pour être plus précise, qui est vraiment passionnée par la lecture et l'écriture. Elle nous partage ses coups de cœur littéraires à l'aube du temps des fêtes. Raphaëlle Tremblay, tu es étudiante à Montagnac en 6e année, ça va bien? Oui, merci. Vous? Ben oui, j'avais hâte de te parler parce qu'en septembre dernier, j'ai vu ton visage dans l'Écho du lac. On pouvait y lire sous la plume de Raphaël et qu'il y avait une nouvelle chronique pour la rentrée. Toi, tu es une passionnée de lecture, d'écriture. Ça fait combien de temps que tu es passionnée par les mots? Ben, ça fait depuis que je suis très jeune, là. Genre, quand j'étais petite, je me rappelle mon amie qui était un peu plus vieille que moi. Elle m'a appris à lire. Mon premier petit livre, c'était genre un livre avec des textures, puis tout ça. Et ben, quand j'étais petite en maternelle, puis tout ça, j'écrivais des livres que je brochais et je dessinais dedans. OK, déjà à cet âge-là. Donc, c'est né très tôt chez toi. Et pourquoi c'est important avec ta chronique littéraire qui va être mensuelle dans l'Écho du lac de partager cette passion-là pour la lecture et l'écriture que tu as? Ben, j'ai toujours aimé partager ça parce qu'il y a du monde qui aime pas ça. Puis moi, je comprends pas, là, mais j'ai toujours aimé ça, partager ma passion pour la partager, pour la... Je sais pas comment dire, là, mais... La transmettre? Oui, c'est ça. OK. Puis pourquoi tu penses que c'est vraiment important d'aimer la lecture, justement? Ben moi, j'aime vraiment ça parce que ça me permet de voyager dans le temps ou à d'autres places. Puis je peux apprendre en même temps plusieurs sujets. Et puis ça me permet de me changer les idées, de m'amuser, puis tout, là. C'était justement le titre et le sujet de ta première chronique, les bienfaits de la lecture. Est-ce que tu veux nous en nommer quelques-uns? Ben, il y en a déjà que j'ai déjà dit, mais il y a aussi ça réduit le stress parce que ça permet de penser à autre chose. Donc, on pense plus à notre cause de stress. Puis, il y avait aussi que ça améliore le sommeil. Parce que notre cerveau peut faire le tri pendant ce temps-là, alors on peut mieux s'endormir. Et puis, tu travailles, toi, déjà sur un projet d'écriture. Donc, en plus d'aimer la lecture, t'aimes aussi écrire. Est-ce que tu peux nous en parler de tes projets ou c'est secret? Ah, ben non, mais je peux en parler un petit peu, là. Je suis en train d'écrire un roman, ça fait un bout, là. Je l'ai beaucoup modifié, mais là, je suis rendue quand même loin, puis c'est ça. Là, je n'ai
un que je fais toute seule, puis il y en a un que je fais avec ma meilleure amie. Puis parfois, je l'abandonne, mais là, je le reprends parce que j'ai beaucoup de projets encore. OK, bien c'est vraiment trippant de te voir justement passionné comme ça. Et l'an passé, tu étais dans la classe de Marc-André Perron à l'école Montagnac et lui, il t'a poussé à développer aussi ce talent-là. C'est quoi l'importance, tu penses, d'avoir des projets puis des professeurs aussi qui te poussent vers l'avant? Ben, ça m'a beaucoup aidé là, pour le journal. Là, j'étais super contente quand il m'a dit que ça marcherait. Puis, ben, j'ai toujours été une fille qui avait trop de projets, puis là, j'en abandonnais, puis à un moment donné, j'y reprenais, puis tout ça. Mais ça m'a aidé à bien performer à l'école. Je sais pas trop comment, puis tout ça, là. Donc, on va suivre tes chroniques à chaque mois dans l'Écho du Lac. Ça va être quoi les prochains sujets? Ben, ça va être surtout sur la lecture, exemple des avis littéraires ou parfois peut-être des trucs sur l'écriture. Mais je pensais peut-être aussi aborder d'autres sujets comme les voyages ou la cuisine parce que j'ai un blog et avant c'était juste lecture-écriture, mais cet été je l'ai modifié pour pouvoir avoir plus de sujets. Bien, c'est vrai, tu t'es adapté parce qu'en 2020, c'est pas mal comme ça que les gens lisent, justement. C'est sur Internet, sur des blogs, entre autres. Et puis, en terminant, j'aimerais que tu nous donnes des petits coups de cœur littéraires parce que là, bien, c'est Noël qui s'en vient. Alors, on veut donner des idées aux gens qui écoutent ccap.tv. Ouais. Ben, j'ai beaucoup aimé la série littéraire Hunger Games que j'ai lu l'été passé. Et dans mon article du mois d'octobre, je l'ai parlé un petit peu. Sinon, dans le répertoire plus ado un peu, j'ai lu Les filles modèles de Marie Poulain. Puis c'est comme l'histoire de deux sœurs qui s'aiment pas, mais qui s'aiment en tout cas. Puis j'ai vraiment aimé ça aussi. Sinon, je vais lire Harry Potter bientôt. Ah oui, ben oui, c'est un classique. Je pense que les gens de mon âge les ont lus, mais peut-être qu'à ton âge, un petit peu moins. Donc, c'est une très bonne suggestion littéraire. C'est qui t'a poussé à lire Harry Potter? Ben, mon frère m'a forcé à écouter les films avec lui pendant le confinement. Puis j'ai vraiment aimé ça, alors j'ai décidé de lire les livres. C'est une bonne suggestion de ton frère. Je pense que même s'il t'a tordu un bras, tu vas aimer ça. Un gros merci, Raphaël. On va suivre tes chroniques avec plaisir dans l'Écho du Lac. Merci de nous avoir transmis ta passion pour la lecture et l'écriture aujourd'hui. Puis je te souhaite bon succès pour la suite. Tiens-nous au courant de tes livres qui vont sortir. Oui. Un gros merci. Qui dit temps des fêtes, dit nouvelle année et résolution. Pourquoi ne pas parler de croissance personnelle avec Alicia et Daniel Blouin lors de cette entrevue réalisée pour Vue de chez vous? Alors aujourd'hui, je m'entretiens avec Daniel Blouin, un résident de Lac-Beauport, mais surtout un auteur conférencier reconnu au travers de la province et je dirais même au travers du monde parce que Daniel, tu fais des conférences là, tout autour du globe. Et je te dirais, en fait, en regardant un petit peu ce que tu fais, tu parles beaucoup de motivation, tu parles aussi du fait de comment sortir de sa zone de confort, ça nous permet de faire des choix différents pour au final être plus heureux. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on focus sur la sortie de ton dernier livre, que tu as sorti il y a quelques jours à peine, qui s'appelle « Salomon le saumon ». Quel titre original! Ça sort d'où, ce titre-là? Écoute, et le sous-titre est encore plus percutant, je trouve, parce que le sous-titre, c'est « Seuls les poissons morts suivent le courant ». Ça veut tout dire. Écoute, d'où ça sort, Salomon le saumon? C'est parce que je donne des conférences à temps plein là, depuis 7 ans. Et il y a 7 ans, j'ai comme eu une bulle. Je me suis dit qu'on avait exactement la même vie qu'un saumon. Je dis qu'on a la même vie, c'est-à-dire que les saumons partent de l'océan et doivent se choisir, doivent retrouver leur rivière, celles qu'ils sont supposés prendre dans la vie, parce que depuis des milliers d'années, aucun saumon ne s'est trompé. Ils remontent tous dans la bonne rivière, dans la rivière dans laquelle ils sont nés. Ils remontent tous au bout de la rivière, exactement à l'endroit où ils sont nés. Et à un moment donné, je disais à mon ami, écoute, nous aussi, on part de l'océan. Quand on devient adulte, on a terminé l'école, par exemple, l'école secondaire. Okay. Là, on est devenu adulte et là, la vie nous demande, OK, Daniel ou Alicia, c'est à toi maintenant, c'est ton tour. Tu dois retrouver ta rivière. Pas celle qui va être facile, longue et agréable nécessairement. Celle que tu sens que tu dois prendre. Et, par exemple, les saumons dans l'océan, ils leur passent des centaines de rivières sur la côte quand ils font leur migration. Et à un moment donné, quand ils sont rendus à la bonne,
Moi, je dis qu'il se passe un V. Je ne sais pas exactement si c'est un V, mais il se passe quelque chose. Et là, ils ont exactement la même vie que nous. C'est-à-dire, du début à la fin de la rivière, c'est une succession continue de fausses courants, fausses courants, fausses courants, fausses courants. C'est-à-dire une succession continue de zones faciles, mais ça en prend des zones de confort dans la vie où c'est facile, où on se repose pour remonter notre rivière. Mais le saumon, sa job, c'est pas de passer sa vie dans la fosse, dans la première fosse, parce que tout d'un coup, c'est facile. Non. Lui, il fait ce qu'il a à faire, c'est-à-dire qu'il remonte sa rivière. Et à un moment donné, il sent qu'il doit sortir de la fosse, de notre zone de confort. Ça, on le sent après 1 an, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, peu importe. Et lui, il sort. Et c'est où que c'est difficile? C'est lorsqu'il sort. C'est lorsqu'il se met le nez dans le courant. Moi, j'appelle ça la vie dans la face. Et c'est là que c'est difficile, tout de suite. Est-ce que le fait de faire une analogie entre les êtres humains et la vie d'un saumon, tu crois que ça va être beaucoup plus facile pour les gens de comprendre, d'analyser la situation, d'analyser leur vie? Je pense que oui, parce que c'est ce qui colle le plus depuis, c'est ce que les gens retiennent. Puis les gens me disent « je suis un saumon ». Et finalement, ça me fait réaliser que j'étais dans une... Non, mais c'est vrai, les gens réalisent sont à quelle phase, sont dans quelle phase de la rivière. Et là, ils réalisent que quand je parle du saumon, du processus du saumon et de la fosse et du courant, là, ils réalisent, OK, je suis juste dans le courant. Ou, OK. En fait, c'est très Pardon? imagé. C'est probablement imagé, en fait, le saumon dans tout ce qu'il va vivre. Donc, c'est peut-être plus facile pour certaines personnes de faire des ressemblances avec leur propre vie. Au début, je ne savais même pas si c'était un livre pour les enfants, pour de vrai. Je ne savais même pas si c'était un livre pour les enfants ou les adultes. Aucune idée. Mais là, je réalise que OK, ouais, je pense que c'est beaucoup plus large que je pensais. Les gens appliquent ça à leur vie et vivent. Et Salomon vit exactement nos peurs, nos craintes, nos doutes et le même processus. C'est quoi la différence entre ce livre-là et tes 2 précédents livres de Sortie de zone? C'est une très bonne question. Mais écoute, là, c'est une histoire, c'est un roman. J'ai jamais fait ça de ma vie. Pour moi, c'est une grande sortie de zone d'avoir écrit ça. Pour l'instant, le seul truc qui me fait chier de ne pas avoir réalisé, c'est d'avoir sorti mon livre Salomon le saumon. Parce que ça fait 5 ans qu'il est dans ma tête. Donc, pendant le confinement, là, j'avais le temps. Je l'ai fait, je l'ai écrit. Et, je te le jure, quand je l'ai envoyé à l'éditeur, quand c'était fini, c'était le dossier final, je te jure, je me suis dit, bon, parfait, yes, je peux mourir. Et pour de vrai, je me suis dit, c'est pas grave. Si je meurs, c'est pas grave parce que l'éditeur, il a mon livre. Il va pouvoir le sortir quand je vais être mort, après. Donc, mes enfants, tout le monde que je connais, que j'aime, peu importe, vont pouvoir le lire. Moi, je crois que quand quelque chose est bon puis que ça fait du sens pour les gens, ben, ça va aussi se faire de bouche à oreille puis ça va de toute façon prendre de l'expansion, j'en suis certaine. Pour les gens qui voudraient se procurer le livre, où c'est qu'on peut les diriger? Dans toutes les librairies ou sur bibliothèque ou danielblouin.com, sortiedezone.com, tous mes livres sont là. Laissez votre email pour recevoir plein de bonus, des vidéos que je filme un petit peu partout dans le monde, toujours en lien avec sortie de zone, entrée de zone, c'est-à-dire pour tous ceux qui sont, j'ai effectué un changement dans leur travail, leur carrière ou leur vie, mais qui n'osent pas sortir de leur zone, ça touche tout le monde. Et si ça ne vous touche pas tout de suite, ça va vous parler dans 1 an, 2 ans, 4 ans, 10 ans, c'est sûr. Écoute, Daniel, on te souhaite tout le succès possible pour les prochaines années à venir, peut-être d'autres livres. Et, merci beaucoup. Merci pour ton temps aujourd'hui, Salomon le saumon. Donc, on vous conseille de lire ce livre-là. Merci beaucoup. Merci. Rosalie s'entretient avec Sandra Nadeau, qui est directrice aux ventes et au marketing pour la station Valcartier. Elles discutent ensemble de l'ouverture de l'hôtel de glace qui aura lieu prochainement. Je me trouve présentement avec Madame Sandra Nadeau, directrice principale des ventes, du marketing et des communications du Village Vacances Valcartier. Comment allez-vous? Ça va bien, vous-même? Ça va très bien, merci. Vous venez nous parler aujourd'hui de l'hôtel de glace, de la saison hivernale du Village Vacances Valcartier. Déjà, moi, j'étais très contente d'apprendre qu'il y aurait une saison hivernale pour le Village Vacances, malgré la situation actuelle. Est-ce que c'est quelque chose qui a été difficile à prévoir pour la saison hivernale? Bien, en fait, oui, on a travaillé très fort. On s'est préparé avec l'industrie du ski pour préparer un guide sanitaire qui allait mettre en place les mesures sécuritaires pour recevoir la clientèle de façon optimale là, cet hiver. Évidemment, l'hôtel de glace, c'est un incontournable pour la région de Québec. Mais pour ceux qui ne connaîtraient pas
par miracle, quelqu'un ne connaîtrait pas l'hôtel de glace. C'est quoi l'hôtel de glace? Parce que ça fait un petit bout de temps que ça existe. Oui, en fait, l'an dernier, on a fêté les 20 ans de l'hôtel de glace dans la grande région de Québec. Alors, cette année, 21e édition. En fait, l'hôtel de glace, c'est en partie un attrait. C'est un endroit où on invite les gens à venir observer une art qu'on ne voit pas ailleurs dans le monde. C'est un art qui est fait sous forme de glace, avec la neige également. C'est un produit unique en Amérique du Nord. On peut aussi passer une nuit, alors dormir. On a des chambres et des suites thématiques décorées, sculptées avec des artistes reconnus. Et on invite les gens soit à faire une simple visite, c'est-à-dire passer à travers une chapelle, un bar, un espace jeu également et visiter les différentes suites thématiques, ou tout simplement essayer vraiment, là, y aller le tout pour le tout, puis essayer l'expérience limitée de dormir une nuit complète dans un hôtel de glace. Est-ce qu'il fait froid quand on dort à l'hôtel de glace ou on est bien? On est bien, on est très bien. En fait, il fait à peu près -4, -5 comme température dans l'hôtel de glace. Mais par contre, il y a des vieux équipements qui sont fournis. Là, les sacs de couchage sont fournis pour ces températures-là. On a aussi une petite séance de préparation à la nuitée qui explique vraiment comment tout mettre en place pour avoir une expérience optimale. Quoi porter également directement sur la peau, pas de coton. Alors, on a plein de petits trucs comme ça qui font en sorte que l'expérience, les gens nous disent qu'ils dorment comme des bébés. Et vous l'avez dit, l'année dernière, c'était les 20 ans de cette expérience-là pour l'hôtel de glace et on a célébré ça avec, un thème, la féerie pour les 20 ans. Est-ce que cette année, il y aura une thématique pour l'hôtel? Oui, mais malheureusement, c'est toujours encore un petit peu secret. On la sort à peu près autour du 5 décembre. Mais oui, on aura une thématique qui va essayer de rendre un peu le produit unifié, si on peut dire. Alors, les sculpteurs ont une ligne directrice. C'est ça qu'on va retrouver. Ça va être annoncé dans le coin du début décembre. Parfait. Alors, au moment où ceci est diffusé, là, vous pouvez peut-être vous rendre sur le site du Village Vacances Valcartier pour connaître le thème de cette année pour l'hôtel. Et on parlait également des glissades, parce que ça aussi, ça va avoir lieu. On va avoir des glissades cette année. Est-ce que c'est une formule différente qu'à l'habitude? En fait, le plus grand changement, c'est qu'on va demander à notre clientèle d'acheter des billets en avance, en ligne, sur Internet pour une date précise. Nous, ça nous permet de contrôler le nombre de personnes sur le site quotidiennement, donc être en mesure d'appliquer tout le temps les mesures sanitaires recommandées par la santé publique. Sinon, c'est à l'extérieur, les gens s'amusent, on a chacun notre propre chambre à air qu'on essaie de traîner toute la journée. Les chambres à air vont être désinfectées entre chaque client. Mais sinon, l'expérience demeure quand même le plaisir de la glisse puis de se retrouver en famille un petit moment pour s'amuser. C'est à partir de quelle date qu'on va pouvoir aller glisser ou visiter? 19 décembre pour les glissades et on espère pour les visites hôtel de glace le 24 pour Noël, les nuitées le 24 décembre et les nuitées, ça va au 2 janvier. Et finalement, Madame Nadeau, si jamais on a des questions concernant l'hôtel, le village vacances, les glissades, peu importe, où est-ce qu'on peut se rendre? Vous pouvez toujours aller sur le www.valcartier.com ou d'appeler aussi au 844-2200. On a un centre d'appel puis des agents qui sont là pour répondre à toutes vos questions. Génial. Merci beaucoup. Merci. À Sainte-Brigitte-de-Laval, on veut développer des projets de développement durable et Mégane s'entretient avec Marc Proulx de tous ces projets et de la vision de la municipalité pour l'avenir. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec le directeur général de la ville de Sainte-Brigitte-de-Laval, M. Marc Proulx, pour discuter du nouveau projet Horizon 2030 qui fait suite à l'adoption en février 2020 de leur plan stratégique de développement durable. Bonjour, M. Proulx. Bonjour, Mme Labrec. Monsieur Proulx, la ville de Sainte-Brigitte-de-Laval est en constante expansion, constant développement. Et il y a de cela quelques temps, là, vous avez dévoilé un plan d'action qui présente toutes les ambitions de la municipalité pour la prochaine décennie. Dites-moi, pourquoi est-ce que c'était important pour la ville de Sainte-Brigitte-de-Laval de continuer à développer toujours plus dans le but d'offrir un milieu de vie encore mieux adapté à ses citoyens? Bien, effectivement, l'exercice qui a été réalisé, ça remonte à... On avait débuté tout cela de près 1 an et demi.
Mais il faut dire qu'il y avait déjà une planification stratégique qui avait été adoptée par le précédent conseil qui allait de 2015 à 2020. On devait assurer la suite. Ce qui est particulier avec celle qu'on a réalisée, c'est que c'est une planification stratégique en développement durable. C'est-à-dire qu'on l'a réalisé toujours dans le cadre du développement durable. La ville est en développement et je vous avouerai, c'est une valeur importante pour la ville de le faire toujours sous l'optique du développement durable. Donc, c'est un exercice qui s'est réalisé, comme je vous disais, pendant tout près d'1 an et demi. Il y a eu en 2019 la partie, je vous dirais, qui était la plus consistante, c'est-à-dire tout l'aspect de consultation, parce qu'il en demeure quand même que c'est un exercice qui se permet de pouvoir susciter la collaboration, les commentaires, puis c'est la population elle-même qui s'exprime. Donc, on peut dire que vous vous êtes basé sur la population pour créer ce plan d'action-là qui verra le jour au cours de la prochaine décennie. C'est bien ça? Bien, effectivement, c'est un exercice qui permet de donner une vision vers quoi se dirige la ville de Sainte-Brigitte. Et ce sont les citoyens de Sainte-Brigitte de Laval qui éluent des conseillers et un maire, mais il y a l'organisation municipale qui inclut le volet politique, toute l'administration également. Mais c'est la population de Sainte-Brigitte qui elle-même donne ses arguments, donne son opinion, pour savoir quel genre de ville il imagine. Puis il y a eu des séances de consultation avec tous les groupes de la population, des séances publiques, les enfants également. On lit dans votre projet, donc dans votre plan d'action, quelques infrastructures qui seront bâties dans les prochaines années. Dis-moi, quels sont les projets qui sont au-dessus de la pile présentement, là, des choses que vous allez réaliser à moyen court terme? Il y a toute la mise à niveau de nos infrastructures, puis le réseau routier également, par rapport à l'orientation au niveau du désenclavement. Et je vous dirais, les projets à court terme, c'est l'arrivée d'une 3e école, bien que ce ne soit pas un projet municipal. Il n'en demeure pas moins qu'il y a de multiples interventions qui seront en lien avec ce projet-là, dont, entre autres, l'intégration d'une future nouvelle bibliothèque à Sainte-Brigitte-de-Laval, une bibliothèque municipale qui permettra de répondre à la grandeur de population qu'on a maintenant. On parle aussi dans votre projet d'un projet d'école secondaire pour la ville. Pourquoi est-ce que c'est important pour Sainte-Brigitte-de-Laval d'ouvrir sa fenêtre d'éducation à un autre niveau? Cette pandémie-là également a amené un changement ou a amené des changements majeurs à Sainte-Brigitte. Ça faisait partie d'ailleurs dans une de nos actions, c'était de favoriser ou de faciliter le télétravail. Je vous dirais qu'on n'aura pas beaucoup de promotions à faire. Je pense qu'il y a déjà plusieurs personnes qui ont adopté cette façon de faire, ce qui fait en sorte que les gens qui autrefois se dirigeaient toujours vers la ville de Québec ou ailleurs pour le travail demeurent maintenant sur place. Et là, on a déjà des pourparlers avec le Centre de services des premières seigneuries, compte tenu de l'augmentation de la quantité d'étudiants. Mais également, ça s'inscrit également dans le principe du développement durable. Les enfants qui peuvent fréquenter une école secondaire à Sainte-Brigitte n'ont pas besoin de transport scolaire, donc peuvent demeurer ici. Il en demeure quand même qu'il y aura encore plusieurs élèves qui fréquenteront d'autres institutions, mais il y a un désir fort d'une bonne partie de la population que leurs enfants puissent fréquenter une institution secondaire à Sainte-Brigitte-de-Laval. Merci beaucoup, M. Proulx, pour votre temps. Évidemment, je vous souhaite une bonne journée et on a très hâte de voir les nouveaux projets pour la ville de Sainte-Brigitte. Je vous remercie énormément, Mme Labrec. Je profiterai de l'occasion pour féliciter et remercier l'ensemble de l'équipe, autant l'équipe administrative que l'équipe du conseil qui ont réalisé cette planification stratégique-là, les citoyens qui y ont participé et qui ont mis l'épaule à la roue. Je vous avouerai que c'est un très beau travail d'équipe qui nous permet de répondre à la population de Sainte-Brigitte-de-Laval. Merci beaucoup, M. Proulx, et on a très hâte de voir la suite des choses pour Sainte-Brigitte-de-Laval.
Merci, Mme Labrec. Merci d'avoir suivi Vue de chez vous encore une fois pour cette saison de 12 épisodes. Si vous avez envie de les revisionner ou d'en apprendre davantage sur les autres émissions de la chaîne, rendez-vous sur notre chaîne YouTube à laquelle on vous invite à vous abonner. Et il est aussi possible de visionner à nouveau les émissions en vous rendant sur le www.ccap.tv. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook. Nous avons quelques concours pour vous et on se dit à très bientôt pour d'autres émissions de CCAP.tv.